Bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo aujourd'hui est de présenter une architecture en event-driven et serverless sur Google Cloud. Hier, j'ai donné ce talk au GDG Cloud Paris et j'ai souhaité en fait faire un replay de ce talk pour le partager à la communauté et de vraiment montrer un exemple concret et complet présentant une architecture event-driven et serverless avec un use case qui a été développé from scratch pour cette présentation et le tout exécuté sur Google Cloud Platform. Alors, pour parler un petit peu de moi. Alors, je m'appelle Mazloum Tosun, je suis Google Developer Expert sur Google Cloud. Et je suis également Head of Data and Cloud chez GroupBiz. GroupBiz, c'est un groupement de freelance tech. Et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux type X Twitter, LinkedIn. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne YouTube pour nous aider au niveau du travail qu'on fait pour la communauté Google Cloud. Donc n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Et tous les exemples que je présente dans les vidéos sont publiés sur mon compte GitHub et vous pouvez justement y accéder. Je mettrai le lien dans la vidéo. Voilà. Alors, concernant le schéma de ce use case, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer des composants serverless avec des Cloud Functions V2. Et en fait, on va exécuter ce use case avec 3 Cloud Functions qui vont s'exécuter et driver par des événements en temps réel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les Cloud Functions par des services Cloud Run pour montrer qu'avec ce type de pattern, on peut très simplement décrocher un composant serverless et le remplacer par un autre. Le code qui va être utilisé pour les Cloud Functions et les services Cloud Run sont basés sur du Python et du Go. Donc je le montrerai tout à l'heure dans le code. Et en fait, toute la partie événementielle va être basée sur EventArc, qui est un service qui est proposé sur Google Cloud, qui permet justement de gérer ces notions event-driven et de faire réagir des composants basés sur des événements. Voilà. Dans ce use case-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader un fichier dans une bucket Cloud Storage. Et ensuite, on va y appliquer différentes transformations. Appliquer et on va chaîner différents composants serverless pour à la fin sauvegarder le résultat dans une table BigQuery. Pour refléter un peu la donnée et l'analyser et la montrer, on a une dernière partie dans ce talk qui va utiliser un outil de DataVis qui s'appelle Looker Studio, qui est proposé par défaut dans Google Cloud. On va exposer toutes les règles et tous les champs que ce use case va appliquer, les KPI, les règles métiers, les champs de nos statistiques d'équipe. On va les exposer dans ce dashboard et montrer un petit peu un cas de bout en bout. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter les slides quelques minutes et ensuite, je vais vous montrer l'architecture de ce use case. Alors, sur cette partie de gauche, on a la partie CI/CD. Elle va être gérée avec Cloud Build de façon serverless, comme je l'ai montré dans différentes vidéos. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer 2 jobs manuels avec Cloud Build. Et comme je l'ai expliqué dans les slides précédents, on va avoir 3 Cloud Functions qu'on va déployer. Et ensuite, on va déployer des services Cloud Run. Donc en fait, avec Cloud Build, on crée 2 YAML séparés et 2 jobs Cloud Build séparés. Un qui va permettre de déployer toutes les Cloud Functions, une en Go et deux en Python. Et ensuite, un autre job Cloud Build qui, lui, va déployer tous les services Cloud Run. Et là, dans cet exemple-là, les 3 services sont codés en Python.
Donc le tout est basé sur Cloud Build qui est serverless. Ce projet est hosté dans un repository GitHub comme d'habitude. Et en fait, pour Cloud Run, comme derrière Cloud Run il y a du Knative, Cloud Run est basé sur des images Docker. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier nos images Docker dans Artifact Registry qui permet d'héberger différents types d'artefacts comme des images Docker, des packages Python ou des livrables Java. Enfin, ça permet d'hoster quasiment tous des packages de différents langages. Donc ça, c'est la partie un peu CI/CD de ce use case. Ensuite, je vais déplacer un peu le curseur sur la partie applicative. Donc là, on est vraiment sur l'application qui est full event-driven et serverless. Donc là, on va se baser sur des données réelles. Donc c'est les données de statistiques de joueurs pour la Coupe du Monde du Qatar. Donc là, il y a de la donnée brute en ND-JSON. ND-JSON, ça veut dire qu'on a un objet JSON par ligne. C'est un format qu'on retrouve souvent dans Google Cloud sur les écosystèmes data pour travailler sur des données depuis des fichiers. Donc là, en fait, on a la donnée brute qui va être uploadée dans une bucket cloud storage. Et en bas, on a une timeline pour nos événements. Donc, comme je l'ai expliqué précédemment, tous nos événements sont gérés avec EventArc. Cet outil natif qui est proposé dans GCP et qui est vraiment très intéressant et qui est managé par GCP. Et dans cette timeline, on va voir les différents triggers ici pour notre architecture event-driven et serverless. Alors, ce qui est intéressant dans une architecture event-driven, c'est que tous nos composants vont réagir à des événements. Donc en fait, ça va être basé sur un bus de messages parce que behind the scene EventArc utilise PubSub. Et en fait, tous nos composants vont réagir à des événements et vont être déclenchés par des événements. Donc tout est drivé par des événements. On a un pattern connu qui s'appelle chorégraphie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et là, cette architecture reflète un petit peu ça. C'est que, en fait, dans ce pattern-là, on ne va pas avoir un orchestrateur central qui va gérer un peu tout le séquencement de nos tâches. C'est vraiment les services qui, de façon autonome, vont se déclencher et vont subscribe à des messages qui vont être déposés dans un topic, par exemple. C'est un peu le cas d'EventArc. Donc, ce pattern-là est assez intéressant et assez adapté pour faire du serverless, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que on peut remplacer assez facilement un composant serverless par un autre. C'est ce que cette architecture montre dans ce use case. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, on va exécuter ce use case qu'avec des Cloud Functions, donc c'est la partie haute du diagramme. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les Cloud Functions par des services Cloud Run pour montrer qu'on peut très facilement remplacer un service par un autre. Et on va redéclencher ce use case avec les mêmes règles métiers, les mêmes logiques de code, mais avec des services Cloud Run à la place des Cloud Functions. Donc c'est la partie que vous voyez en bas ici. Donc, pour expliquer un peu ce use case, la donnée est uploadée dans une bucket Cloud Storage. Derrière, avec EventArc, on va détecter que le fichier a été uploadé dans une bucket dédiée. Derrière, ça va déclencher, avec EventArc, ça va trigger notre premier composant serverless. Et en fait, la responsabilité de ce composant-là va être de transformer la donnée brute vers une donnée domaine et métier. Donc on va appliquer des transformations métiers. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un group by par équipe. Tout à l'heure, je vais montrer un peu le jeu de données dans la partie code. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grouper les éléments par équipe. Ensuite, on va, via cette agrégation, on va faire des calculs par équipe. Donc on va recalculer des statistiques par équipe. Donc la responsabilité de ce premier composant serverless va être d'appliquer des règles métiers pour passer de la donnée domaine, de la donnée brute à la donnée domaine. Une fois ce calcul effectué, on va sauvegarder le résultat dans un nouveau fichier qui contient la donnée domain.
On va l'uploader dans une bucket dédiée au fichier domain, en fait, dans Cloud Storage. Ce qui va se passer derrière, c'est que on va retrigger un événement ici avec EventArc pour détecter qu'un fichier est uploadé dans cette bucket-là. Derrière, on va déclencher un second composant serverless. Et ce composant-là, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer un second fichier qui va permettre de récupérer les classements FIFA par équipe. En gros, par exemple, on va avoir la France avec son classement, l'Espagne avec son classement. Et ce qu'on va faire, on va prendre la donnée brute, on va faire un join avec le team name, et ensuite on va récupérer le champ de classement FIFA et on va l'assigner à chaque équipe de notre donnée domain. Une fois qu'on va faire ça et qu'on a notre donnée finale avec les classements FIFA, la donnée domain va être sauvegardée dans une table BigQuery de résultats. Donc c'est notre table finale. Et ensuite, on va déclencher encore un événement après insertion dans BigQuery. Dans la table dédiée, là, on va redéclencher un événement qui va appeler un dernier composant serverless qui, lui, cette fois-ci, va avoir la responsabilité de prendre les fichiers d'entrée, c'est-à-dire la donnée brute qu'on a reçue en entrée, plus la donnée domain. Si on n'a pas d'erreur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces fichiers-là et on va les backup dans une bucket appelée cold qui contient de la source froide. Alors, dans des patterns data, c'est une architecture qu'on retrouve souvent. Une fois qu'on a traité nos fichiers sans erreur, on va déplacer les fichiers traités et on va les backup dans une bucket de stockage. Donc là, cette bucket-là, elle va juste servir à du stockage un peu long terme. Et potentiellement, si on a des rejeux à faire, on peut revenir dans cette bucket de stockage avec ce qu'on appelle du stockage à froid. Et on peut potentiellement adapter des stratégies de rejeu en relisant des éléments qui ont été stockés précédemment. Donc là, on simule que ce dernier composant serverless va simuler ce cas-là. Et avec les clients Google Cloud, on va faire le déplacement des fichiers raw et domain vers la bucket froide. Donc voilà l'explication de cette architecture full event-driven et serverless. À la fin de ce use case, ce qu'on va faire, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on va avoir Looker Studio qui est un outil de data vis sur Google Cloud. Et toutes les métriques et règles métiers qu'on a calculées, on va les exposer dans des dashboards pour voir un peu mieux nos données, en fait. Et là, on va calculer par équipe les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, meilleurs dribbleurs, statistiques de gardiens de but, les joueurs qui ont le plus joué, ceux qui ont gagné le plus de duels, ceux qui ont eu le plus d'interceptions et ceux qui ont réussi le plus de tacles. Donc en fait, c'est de la donnée vraiment assez réelle qu'on peut exposer sur des statistiques de joueurs. Donc ça va être montré dans la partie Looker Studio. Donc là, on a terminé sur la partie explication du schéma. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rentrer dans le code et je vais montrer un peu l'architecture du projet. Ce qu'on fait dans ce projet-là, c'est qu'on va avoir deux répertoires. On va avoir un répertoire qui contient toutes les Cloud Functions, qui s'appelle Functions, en gros. Et on va avoir un répertoire qui va contenir tous nos services Cloud Run. Donc ce qui est bien, c'est que les logiques sont séparées dans deux folders différents. Pour la partie Function, comme je l'ai expliqué, on a 3 fonctions et 3 services Cloud Run. Le premier qui va permettre de transformer la donnée brute vers la donnée domain. Le deuxième qui va ajouter les classements FIFA par équipe depuis la donnée domain. Et le dernier qui va permettre de déplacer les fichiers traités, raw et domain, vers la bucket cold. Donc là, on est bon. Je voulais quand même montrer un peu la donnée brute d'entrée. Donc là, comme je l'ai expliqué, c'est du NDJSON. C'est pas très lisible, donc je vais monter vers un fichier qui, lui, est mieux formaté. Donc là, je montre juste la donnée pour une équipe, en l'occurrence l'équipe de France. Et voici la donnée brute. Donc là, on a les statistiques de chaque joueur qui sont à plat. Donc là, on a la nationalité,
on a le joueur et ses statistiques. Donc là, voilà, ça va être les statistiques de chaque joueur, en gros. Et en fait, pour la donnée domaine de France, ce qu'on va faire, comme je l'ai expliqué, c'est qu'on va faire un groupe by par équipe, et ensuite on va faire des calculs d'agrégation par équipe. Donc là, on calcule le nombre de buts total par équipe, on assigne le classement FIFA pour l'équipe, et là, on va calculer les meilleurs buteurs de l'équipe, parce qu'il peut y avoir plusieurs meilleurs buteurs, plusieurs meilleurs passeurs. Voilà, c'est pour ça qu'on passe des listes ici. Donc là, on a les 9 meilleurs passeurs, dribbleurs, statistiques de gardiens, et ainsi de suite. Ça, c'est pour vous donner un visuel sur la donnée qu'on va calculer dans le code. Et avant de rentrer dans la logique de code et vous montrer les Cloud Functions et les services Cloud Run, je vais passer rapidement sur la partie déploiement. Ici, j'ai 2 YAML et 2 Job Cloud Build séparés. Un qui va déployer toutes les Cloud Functions et l'autre qui va déployer tous les services Cloud Run. Donc, pour les Cloud Functions, avec Cloud Build, je vais partir de l'image Docker officielle pour utiliser le gcloud CLI. C'est des lignes de commande Google Cloud en gros. Et ici, je vais invoquer 3 scripts shell bash séparés. Un par Cloud Function, en gros. On passe des variables d'environnement et ensuite, je vais vous montrer rapidement les scripts qui permettent de déployer les Cloud Functions. Donc là, j'ai ce répertoire qui s'appelle script. Donc là, j'ai un répertoire qui contient les scripts pour les Cloud Functions et un deuxième répertoire qui contient les scripts pour déployer les services Cloud Run. Donc là, je vais montrer le premier script. Donc là, on utilise une commande avec le gcloud CLI. Et là, on a cette commande gcloud function deploy. On va donner le nom de la fonction. On va dire que c'est du V2, des fonctions V2. La région, le runtime, pour dire que c'est du Python 3.10. Et en fait, ce qui est très important ici, c'est qu'on va devoir passer le répertoire route de la fonction. Donc ici, je vais dans Function et dans ce répertoire-là, Row to Domain. Donc je donne le point d'entrée, le répertoire d'entrée de ma Cloud Function et ensuite je donne vraiment la méthode d'entrée et le vrai entry point de ma Cloud Function. Donc là, je vais le montrer. La Cloud Function, pour fonctionner dans le répertoire, va avoir besoin d'avoir un fichier main.py, en gros, et aussi un fichier requirement.txt. Donc, requirement.txt, de façon classique en Python, c'est ce qui va permettre au service Cloud Run de fonctionner, en gros. Donc là, on va apporter tous les packages nécessaires à l'exécution de notre Cloud Function. La Cloud Function dépend de Function Framework. Donc, c'est Function Framework qui va permettre de recevoir l'événement en temps réel avec Event Arc, en gros. Donc, il y a Function Framework et Cloud Event. Et ici, on va avoir besoin du client Cloud Storage pour lire la data depuis GCS une fois que le fichier est déposé dans la bucket. Et ici, j'utilise quelques packages open source pour calculer mes règles métiers dans le code. Donc voilà. Pour le fichier main.py, comme je l'ai expliqué, on a besoin de Function Framework et de Cloud Event. Grâce à ça, on passe Cloud Event dans notre entry point. Donc ça, c'est le entry point et le point d'entrée de notre Cloud Function. Grâce au Cloud Event, je vais pouvoir récupérer la data en cours. Et cette data, elle réagit à un événement d'upload sur une bucket GCS. Donc là, je vais pouvoir récupérer ma bucket d'entrée et mon objet d'entrée. L'objet d'entrée, en gros, ça correspond au fichier qui a été uploadé dans la bucket. Ensuite, je vais avoir le client Python Cloud Storage. Et comme je l'ai expliqué, la responsabilité de cette Cloud Function ici, ça va être, à partir de la donnée brute, de calculer avec des règles métiers, des transformations, calculer la donnée domain. Donc là, grâce au client GCP, je récupère ma donnée depuis le fichier brut d'entrée. Donc j'ai la donnée raw. Ensuite, j'ai cette méthode-là qui va me permettre, à partir de la donnée raw, de calculer la donnée domain. Donc je rentre un petit peu là-dedans pour vous montrer ça. Donc je passe la donnée brute et ensuite j'applique, je fais un peu de désérialisation, on va dire, pour travailler avec des dicts. Ensuite, je type mon objet en élément donnée brute.
Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais pouvoir appliquer les règles métiers dans le code. Donc là, on a le deserialize, on a des filters. Et là, par exemple, si je vois ici, après la deserialisation, toc, 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 ouais, les règles métiers sont plutôt directement implémentées dans l'objet ici. Alors, je vais rentrer dans TeamStat. Pardon. Alors, on va aller dans l'objet dédié, pardon. Hop, et voilà. En fait, ici, j'ai cette méthode qui va être invoquée. Alors, je remonte un petit peu, excusez-moi. Compute, et je reviens là. Alors, hop. Voilà. Et ici, effectivement, j'ai cette méthode-là qui, voilà. Je fais d'abord un groupe by par nationalité et par équipe. Et ensuite, j'invoque cette méthode-là qui, elle, à partir de l'équipe en cours et de la donnée brute, une liste contenant la donnée brute, bah là, je vais calculer tous les nœuds nécessaires. Donc, je vais avoir les meilleurs buteurs, les meilleurs passeurs et ainsi de suite, quoi. Là, j'ai un peu les joueurs qui ont le plus joué, les duels gagnés, les interceptions, ceux qui ont fait le plus d'interceptions, ceux qui ont fait le plus de tags réussis, statistiques de gardiens, le nombre total de buts par équipe. Donc là, on a un code qui est assez orienté en programmation fonctionnelle. On calcule tous les sous-objets ici. Et à la fin, on retourne notre objet typé domain avec tous les champs nécessaires. Hop. Donc là, on est bon. Je reviens dans la méthode main ici. Ce que je vais avoir besoin de faire une fois que j'ai calculé ma donnée domain, c'est que je vais réuploader la donnée domain dans un fichier et dans une bucket contenant les fichiers domain. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ma liste d'objets en liste ND-JSON, parce que comme je l'ai expliqué, c'est souvent ces formats-là dont on a besoin pour travailler sur les fichiers dans Google Cloud. Et là, j'ai ma bucket domain et je vais upload mon fichier ND-JSON domain dans la bucket dédiée. Donc là, on est bon pour la première Cloud Function. Et je vais ensuite rapidement, pour redescendre un petit peu sur la partie Cloud Build. Pour gagner un petit peu de temps, je vais déployer mes Cloud Functions tout de suite, parce que ça prend un peu de temps avec Cloud Build pour déployer les 3 Cloud Functions. Et dans mon README, j'ai préparé des lignes de commande pour ça. Donc là, j'ai un Deploy All Cloud Function avec Cloud Build. Comme je l'ai montré tout à l'heure, ça va déployer ce fichier YAML et les différents scripts pour déployer les Cloud Functions et les triggers pour EventArc. Donc là, j'exécute ma ligne de commande. Donc ça va prendre quelques minutes pour être terminé et je vais continuer dans ma logique de code. Tout à l'heure, j'ai montré ce script shell, row to domain, et je vais revenir dessus. Alors, pour cette histoire d'entry point, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'entry point dans le main.py Python de la Cloud Function. Ensuite, je vais pouvoir passer un service à compte qui, lui, a la responsabilité de déclencher, de déployer la Cloud Function. Voilà. Ensuite, là, j'ai ces paramètres qui sont préfixés par trigger-. Ces paramètres sont très importants parce qu'ils concernent EventArc et toute la partie événementielle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est ici, au moment du déploiement de la Cloud Function, qu'on va pouvoir appliquer des filtres et appliquer nos filtres pour l'event-driven. Donc là, j'ai un filtre qui dit que c'est basé sur Cloud Storage et sur un type qui va indiquer que une fois que le fichier a fini d'être uploadé, à ce moment-là, on va trigger la Cloud Function. Après, on va, avec EventArc, on va regarder tous les filters. Donc là, les filters vont se cumuler. Donc là, il faut que ce soit vraiment uploadé et il faut que ça se fasse sur cette bucket-là. Donc en gros, là, on donne la bucket pour la donnée raw et on dit que dès qu'on finit d'uploader un fichier dans la bucket raw, là, ça va déclencher la Cloud Function en event-driven.
On donne aussi la location pour la partie Event Arc et on peut également donner un service à compte différent si on le souhaite à Event Arc. Là, en l'occurrence, j'ai choisi le même service à compte entre celui qui déploie la Cloud Function et qui l'exécute et celui qui trigger les Event Arc. Donc là, on est bon sur cette logique-là. Aussi un détail qui est important. Ici, l'event se base sur une bucket. Malheureusement, avec ce type d'événement, on ne peut pas avoir la souplesse de dire on va dans un sous-répertoire de la bucket. Ça, parfois, ça peut être embêtant parce que peut-être que je vais vouloir déclencher mon composant seulement lorsque mon fichier va être uploadé dans bucket/input/statistics, par exemple. Et pour le moment, enfin, avec cette syntaxe-là, on ne peut pas vraiment le faire. C'est important de le savoir. Dans ce cas-là, ici, ça passe, ça fonctionne quand même, mais on peut également utiliser des filtres sur AuditLog à la place de faire un filtre natif sur la bucket. Alors, pour donner quelques mots sur AuditLog, behind the scene, dans GCP, quand on va faire des actions sur différents composants, que ce soit Cloud Storage, BigQuery, PubSub ou autre, on peut déclencher des logs d'audit qui vont être écrits dans Cloud Login en gros. Ces logs d'audit sont activés par défaut dans BigQuery, donc c'est intéressant. Toutes les actions qu'on fait dans BigQuery sont envoyées dans Cloud Login avec AuditLog. Par contre, sur GCS, Cloud Storage, ce n'est pas activé par défaut. Donc, on peut aller dans un menu dédié de GCP et aller activer AuditLog. Et ensuite, on peut appliquer un filtre sur AuditLog. Et à ce moment-là, on peut avoir des filtres qui sont plus précis et on peut appliquer des patterns avec des glob styles, en gros, avec du /étoile/étoile.json, par exemple. Je vous montrerai tout à l'heure, dans le code de Cloud Run, j'ai un bloc qui montre, en parallèle de ça, qui montre comment le faire également avec AuditLog. Et pour déclencher la Cloud Function BigQuery, on va utiliser également AuditLog. Donc j'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation. Voilà. Donc là, ici, pour cette deuxième Cloud Function, le principe est vraiment le même. On donne le répertoire d'entrée, l'entry point et le service account. Et on va également... Alors, excusez-moi, je suis dans la troisième Cloud Function. Voilà, la deuxième est là. Voilà, là, le principe est le même. On est sur Python. Le répertoire root, l'entry point et les filtres sur une bucket. Mais cette fois-ci, on va réagir à la bucket domain. Voilà, parce que cette Cloud Function... elle va être trigger au moment où la donnée domain va être uploadée par la première Cloud Function, en fait. Donc là, la logique est similaire, et on va aller dans le code de cette deuxième Cloud Function. Donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a le même principe, le requirement txt avec les packages nécessaires, le main.py file avec la même logique. Donc là, on a le point d'entrée de la fonction, l'objet Cloud Event, le function framework avec Cloud Event. Donc là, on a un principe similaire. On récupère la data. On récupère la bucket domain avec le chemin du fichier. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les données de classement FIFA. Je vais les montrer un peu, les données de classement FIFA ici. Donc, c'est un fichier qui est assez simple. Par équipe, on a le classement FIFA. Donc là, on va appeler une méthode qui, elle, va appliquer un join ici. Donc, on a notre donnée domain et on a la liste de classement FIFA. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un join sur le team name ici, avec cette syntaxe de code en Python, un find. Et ensuite, on va assigner le classement FIFA dans l'élément domain en cours. Voilà. Ensuite, là, on chaîne un peu les différents éléments ici. On va aussi ajouter une date d'ingestion, mais ça, c'est plus pour BigQuery. C'est intéressant pour chaque ligne d'avoir la date d'ingestion. Et là, on est bon pour cette logique-là. Un détail qui est important. Cette Cloud Function va sauvegarder le résultat dans une table BigQuery. Et pour BigQuery, en fait, on peut faire des insertions en mode auto-detect, mais je ne recommande pas cette pratique
parce qu'en fait, avec Autodetect, on n'a pas le contrôle des types. Et le problème, c'est que parfois, on va avoir des champs en mode int, mais nous, peut-être qu'on va vouloir les modéliser en string pour une raison X ou Y dans notre table, et l'autodetect va placer un int à la place de la string. Donc du coup, je recommande plutôt de passer un schéma avec BigQuery, donc c'est un schéma JSON, et dans ce schéma-là, les types sont indiqués, et au moment où on va charger nos données dans BigQuery, on va se baser sur ce schéma, et du coup, on ne peut pas avoir d'effet de bord sur les types. Donc je recommande vraiment cette pratique. Donc là, avec Python, je vais récupérer le schéma BigQuery. Là, j'ai le client BigQuery. J'ai l'objet schéma. Et ensuite, je vais lancer un job BigQuery. Parce qu'en fait, toutes les exécutions que je vais faire dans BigQuery, en gros, ça s'appelle exécuter des jobs BigQuery. Des load jobs. Donc là, j'ai une configuration dans laquelle je vais dire que je ne souhaite pas que ce code applicatif puisse avoir la possibilité de créer la table. Ça, c'est plus un truc que je préfère déléguer un code, un phrase code type Terraform. Donc là, je fais un create never, je fais un write happen pour dire que la donnée doit être ajoutée à la suite, doit être ingérée dans la table, parce qu'on peut également effacer la donnée et la remettre. Je passe le schéma BigQuery pour éviter les effets de bord dans les types, comme j'ai expliqué. Et j'indique que le type du fichier, c'est du New Line Delimited JSON, un objet JSON par ligne. Voilà. Une fois que j'ai préparé ma configuration, j'exécute je fais mon load job et je charge ma donnée qui est en mode dict en gros. Donc là, ici, j'ai un dict Python, ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est un dict Python, c'est une liste de dicts. Et je vais la charger dans BigQuery en mode New Line Delimited JSON dans la table destination. Voilà. Ensuite, ici, il y a un élément dont je voulais vraiment parler que je trouve intéressant. Par défaut, quand on va faire loadjob.result, ça va attendre le résultat depuis l'opération dans BigQuery. Le problème avec ça, c'est que si on a une erreur, souvent, dans la stack trace de BigQuery, les éléments ne vont pas être marqués clairement. Les erreurs ne vont pas être marquées clairement. La log va dire... Allez voir la collection errors pour mieux comprendre ce qui se passe avec vos erreurs BigQuery. En termes de compréhension et de lisibilité, c'est pas évident de comprendre ce qui se passe. Donc en fait, un des éléments qui permet de mieux comprendre les erreurs, c'est de faire un try-catch au moment d'invoquer le load job dans BigQuery. Et ensuite, on peut faire un except client error, avoir la main sur l'exception ici. Et en fait, ce qui va être bien, c'est que ici, on va avoir accès à cette collection errors, en fait, depuis le job. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on va mieux comprendre ce qui se passe et on va pouvoir raise cette exception. Et en fait, dans les logs, on comprendra mieux nos erreurs et nos erreurs seront marquées clairement. Je ferai une petite vidéo dédiée sur ça pour montrer un peu une exécution sans le try-catch, pour vous montrer que l'erreur n'est pas claire et ensuite de le faire avec ça pour montrer qu'on comprend mieux ce qui se passe. Donc voilà, on a terminé avec cette Cloud Function, on va aller dans la dernière. La dernière, elle a la responsabilité de déplacer les fichiers traités dans une bucket cold, en gros. Et là, j'ai décidé de coder la logique de cette Cloud Function en Go pour montrer qu'avec ce type d'architecture en séparation par service, en mode serverless, on peut facilement switcher de langage si on le souhaite. Peut-être que pour une raison X ou Y, dans certains use cases, peut-être qu'un client GCP va être mieux adapté pour faire telle ou telle opération. Et ce qui est pas mal avec ce type d'architecture, c'est qu'on peut varier facilement de langage entre nos services. Donc j'ai souhaité montrer qu'on pouvait facilement switcher de langage. Donc là, pour la logique en Go, on passe le runtime, Go, la région, même principe, on donne le point d'entrée, le folder d'entrée de la Cloud Function ici. On donne l'entry point que je vais montrer tout à l'heure, le service account et les filters avec event arc. Donc là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ici, on va utiliser audit log parce que on n'a pas d'événement par défaut pour réagir à des événements BigQuery. Donc, on va le faire avec audit log. Donc là, on va dire que le type, c'est de l'audit log, que ça concerne l'API BigQuery, et que
dès qu'on fait un load job et un insert job, là, on va déclencher la Cloud Function en event-driven. Le problème de ces filtres-là, c'est que moi, j'ai envie de déclencher cette Cloud Function seulement quand j'ingère de la donnée dans une table dédiée. C'est ma table domain. Le problème avec ce filtre-là, c'est que par défaut, je n'ai pas la possibilité d'ajouter un filtre sur la table. Ce n'est pas encore supporté aujourd'hui dans EventArc. Donc malheureusement, je vais devoir appliquer ce filtre dans le code. Donc en fait, je vais trigger ma fonction et dans le code, je vais récupérer le payload de l'audit log depuis l'événement qui arrive. Et ensuite, dans ce payload-là, je vais avoir la main sur la ressource en cours qui est la table et aussi sur le dataset BigQuery. Si ça correspond à la table souhaitée, là j'applique ma logique de code, sinon je fais directement un return et je n'applique pas de logique. Donc voilà comment ça fonctionne ici. Pour la Cloud Function en Go, donc là on a un répertoire d'entrée, on définit nos packages Go ici, voilà pour Google Cloud. Et pour la logique de code en Go, alors elle est assez simple, j'ai une fonction d'init ici qui avec Cloud Event va me donner mon point d'entrée. Donc mon point d'entrée, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est la chaîne de caractères que j'ai mis ici, ça correspond à ce que j'ai mis dans l'init là. Et là, j'invoque vraiment ma méthode d'entrée ici. Donc là, je rentre dans ma méthode d'entrée, j'ai la main sur le Cloud Event comme sur la partie Python, je prépare des éléments ici parce que j'ai envie de vérifier que l'action concerne vraiment ma table BigQuery. Ensuite, ici, je vais récupérer le payload de l'audit log parce qu'en fait, l'audit log a un payload qui est standardisé dans Cloud Login. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir, on va typer un objet pour recevoir l'objet audit log. Je vais vous montrer un petit peu le payload de l'audit log rapidement. Voici un peu le format standardisé ici. Donc, on a différentes informations. On a proto payload. Et dans proto payload, par exemple, on a accès à la resource name ici, qui est la table BigQuery. On a accès également à ce bloc resource ici, qui va me donner le dataset et le projet. Et il y a un élément qui est très important, c'est que je vais pouvoir également récupérer ça dans le nœud metadata. Ça va m'indiquer que mes éléments concernent BigQuery et ça va me donner le nombre d'éléments de rows ingérés dans ma table BigQuery. Parce que si j'ai 0 élément dans ma table, ça ne va pas m'intéresser parce que je m'attends vraiment à ce qui est de l'ingestion dans la table. Donc, je repars dans le code Go. Je rentre ici. Donc là, j'ai typé un objet qui s'appelle Audit Log Entry. Je définis des sous-objets proto payload et log resource. Ici, je fais un binding avec le JSON. Donc là, je peux mettre le naming que je veux dans la partie Go associé avec le naming de la partie JSON. Donc là, j'ai le proto payload avec le resource name et là, j'ai la main sur les metadata et la ressource. Donc, je descends un petit peu. Cette syntaxe me permet de récupérer l'entry et ensuite, là, je récupère le dataset depuis audit log et la table. Donc là, c'est parfait, j'ai exactement ce que je veux. Ensuite, je vais récupérer le nombre de lignes ingérées dans la table BigQuery. Parfait. Et là, je vais vérifier que le dataset concerne le dataset que j'attends et je vais vérifier que l'opération en cours concerne la table souhaitée. Et ensuite, à la fin, de vérifier que j'ai au moins une ligne qui a été ingérée dans ma table. Une fois que ma logique a été appliquée ici, c'est parfait. Là, je vais pouvoir déplacer mon fichier raw et mon fichier domain dans la bucket cold. Donc là, je le fais pour le fichier raw et là, je le fais pour le fichier domain ici. Donc là, ici, là, on utilise le client Go GCP pour interagir avec GCS. Et avec cette syntaxe, on récupère la source et la destination ici. Et en fait, ce qui est pas mal, j'ai cette méthode copy from. Depuis la source, je copie vers la destination. Et à la fin, ce que je fais, c'est que je supprime le fichier source. Donc là, le tour est joué. Notre logique a été expliquée pour la Cloud Function. On est vraiment parfait. Là, le déploiement est terminé. Il y a un élément que j'ai oublié de faire, c'est que je vais vider
ma table BigQuery ici pour la recharger. Voilà, j'attends juste quelques secondes que l'opération se fasse. Parfait. Donc là, on est prêt, on est ready. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais déclencher toute mon architecture event-driven et tout va découler de l'upload du fichier brut dans la bucket raw. Donc là, ici, dans Setup Script, j'ai préparé mon fichier brut, là, et j'ai ce petit script shell qui va me permettre de uploader mon fichier avec la donnée brute dans la bucket dédiée à la donnée brute. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé les buckets entre les Cloud Functions et les services Cloud Run pour mieux contrôler les événements. Voilà, et en fait, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter ce script script shell, pardon. Donc là, je vais faire un // et ici, je vais invoquer la partie Cloud Function. Voilà. Donc là, hop, ça va faire l'upload, normalement. Voilà, ça prend une seconde. Normalement, c'est plus rapide que ça. Toc, toc, toc. On attend un petit peu. Terminé. Ensuite, ici, j'ai préparé des onglets. Là, j'ai la liste de mes Cloud Functions dans cette page listant toutes les fonctions. Donc là, j'ai ma première Cloud Function qui permet, depuis la donnée brute, de calculer la donnée domain. Et j'ai accès à cet onglet Logs. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir mes logs. Donc là, on exécute mes traitements à 15h20. On voit qu'ici, je zoome un petit peu et on est à 15h20. Ici, vous le voyez. Et là, j'ai ma petite log qui dit que ça a été uploadé dans la bucket domain. Parfait. Ensuite, en event-driven, je vais réinvoquer ma deuxième Cloud Function ici, qui permet d'ajouter les classements FIFA et ensuite de stocker la donnée dans BigQuery. Donc là, on voit qu'on est à 15h20 et j'ai ma log qui dit que ma donnée a bien été chargée dans la table BigQuery. Donc là, parfait. Donc là, en event-driven, on va déclencher, une fois qu'on a chargé les éléments dans BigQuery, on redéclenche le dernier composant serverless Cloud Function qui va permettre de déplacer les fichiers dans la bucket cold. Et là, c'est la petite Cloud Function en Go. Donc là, je scroll. Et là, on est à 15h20. Et là, normalement, on est bon. Hein. On est sur une log qui n'indique pas d'erreur et qui dit que la logique ait bien été invoquée. Donc là, on est vraiment parfait. On va aller faire un petit saut dans BigQuery, dans la table. On va dézoomer un tout petit peu ici. Hop. Et on va refresh notre table. Donc là, on a bien la donnée qui a été ingérée dans notre table BigQuery. Parfait. Et ensuite, on va aller dans la bucket cold ici. On va faire refresh. Hop, ici. Et on va aller dans la racine de la bucket cold. On va aller dans input. Et dans raw, on a backup le fichier brut d'entrée. On le montre rapidement. Hop. Toc. Donc on va montrer rapidement que la donnée brute a bien été chargée. J'ai quelques lenteurs là. Désolé. Parfait. Ensuite, je vais aller dans input. Domain, et je vais montrer le fichier domain qui a lui bien été chargé également. Hop, on l'affiche. Parfait, on a notre donnée domain ici, comme souhaité. Donc là, on a déclenché notre pattern full event-driven et serverless avec des Cloud Functions. On va faire la même chose maintenant avec Cloud Run. Je vais réeffacer ma donnée dans BigQuery ici, et je vais passer à la partie Cloud Run. Pour la partie Cloud Run, pour gagner du temps, on va aller dans le README. J'ai préparé la petite ligne de commande qui va permettre de déployer tous les services Cloud Run. Et après, on va montrer le code. On revient ici dans notre session Shell. Hop. Et on redéploie nos services Cloud Run. Le temps que ça se déploie, on va faire un petit saut dans la partie CI/CD. Alors ici, j'ai la partie Cloud Build pour déployer tous les services Cloud Run. Alors comme je l'expliquais tout à l'heure, Cloud Run est basé sur Knative et sur une image Docker. Donc en fait, j'ai un premier step ici qui va me permettre de builder mes images Docker et ensuite de les publier sur Artifact Registry. Donc là, je vais montrer ensuite les différents scripts. Une fois que les images Docker ont été publiées, là, j'ai une commande gcloud qui va me permettre de déployer le service Cloud Run basé sur l'image Docker précédente.
et ensuite de créer aussi les triggers avec EventArc associés au service Cloud Run. Voilà, donc là j'ai ces deux steps qui se chaînent avec Cloud Build, donc c'est parfait. Ensuite, je vais montrer rapidement les scripts ici. Donc là, j'ai mon répertoire script. Et donc là, j'ai trois fichiers, trois scripts shell qui vont me permettre de builder mes images Docker et de les publier dans Artifact Registry. Donc là, j'ai utilisé des commandes Docker natives. Alors, je vais expliquer pourquoi rapidement. C'est que dans une vidéo dédiée, j'ai expliqué qu'en fait, on peut aussi builder et publier une image Docker dans Artifact Registry avec une commande gcloud CLI build submit. Le problème de la build submit, c'est que on ne peut pas facilement avoir des images Docker dans des sous-répertoires et garder un working directory depuis le root du projet. On n'a pas cette souplesse-là. Ici, moi, j'ai envie de dire que mon image Docker est dans mon répertoire de service, mais que malgré tout, dans mon conteneur, j'ai quand même envie que mon working directory soit depuis le root du projet. Voilà. Donc, j'avais expliqué ce concept, voilà. Donc là, avec des commandes natives, je peux le faire. Donc là, je fais un build de mon image Docker, je passe le nom du service, je tag mon image avec le chemin depuis Artifact Registry, et ensuite, je publish l'image dans Artifact Registry. Parfait. La logique est exactement la même ici. On aurait pu faire un truc un peu plus élégant avec une boucle et avec passage de paramètres, mais bon, on le montrera peut-être dans une prochaine vidéo, ça. Mais là, le principe est vraiment le même. Du coup, si je reviens ensuite sur les deuxièmes scripts de déploiement, donc là, on a un principe qui ressemble à ce qu'on a montré dans la partie Cloud Function. Donc, on va avoir cette commande qui va déployer notre service Cloud Run basé sur l'image Docker précédente. On veut que notre service soit sécurisé, on ne veut pas qu'il soit public, on peut passer une variable d'environnement si on le souhaite. Aussi un détail, si on a une version précédente, si on ne supprime pas l'ancien trigger, ça va faire une erreur. Donc du coup ici je supprime l'ancienne version au cas où elle a été déployée avant. Et ensuite avec cette ligne de commande, je déploie le trigger avec EventArc. Dans la Cloud Function, ça se faisait en une commande, mais avec Cloud Run, ça se fait en deux commandes. Donc là, on a des principes similaires avec le nom du service Cloud Run ici, le nom du trigger associé au service, la location. Et là, on dit que dès qu'on a uploadé le fichier dans la bucket row, on déclenche le service Cloud Run comme dans la Cloud Function. Ici, tout à l'heure, j'ai parlé d'audit log. Alors, nativement dans BigQuery, c'est activé. J'ai testé aussi l'audit log sur Cloud Storage, ça marche très bien. Je l'ai mis en commentaire ici. Mais on peut aussi faire de l'audit log sur Cloud Storage ici avec audit log. On dit que c'est du storage API. On dit que c'est object create parce que voilà, c'est quand on ajoute des fichiers, des objets dans la bucket. Et ici, on peut appliquer un pattern avec filter pass pattern. Et là, on peut faire projet /bucket / le nom de la bucket qu'on souhaite. Et là, on peut faire un /object /input /stat et /étoile.json. Donc là, on peut avoir un filtre qui est plus précis et on peut appliquer notre pattern événementiel seulement si ça match ce chemin et cette condition. Voilà, je souhaitais quand même le montrer. Le deuxième script, rapidement, pour les classements FIFA, c'est le même principe ici, sur la bucket domain avec le deploy. Et ensuite, ici, on a le même principe pour BigQuery. Le dernier service Cloud Run, cette fois-ci, je l'ai développé en Python et pas en Go. J'expliquerai pourquoi quand je passerai dessus. Parfait. Donc là, on a le deploy et ici, on a le filtre avec audit log. On dit que c'est du BigQuery, de l'insert job et avec le même principe que dans la partie Cloud Function, on va montrer qu'on va filtrer sur le nom de la table. Donc là, parfait. On va aller rapidement dans nos services Cloud Run, dans Services ici. On ne va pas rester longtemps sur l'explication parce qu'elle ressemble beaucoup. Ici, pour que ça fonctionne, on a besoin d'un requirement.txt comme pour la partie Cloud Function. Un petit détail, je n'utilise pas Flask ici, mais Fast API à la place. La documentation Google Cloud utilise le plus souvent Flask,
Mais moi, je préfère généralement utiliser FastAPI parce que ça donne plus de possibilités, une API avec plus de support et aussi la possibilité d'appliquer des validations avec pas identiques behind the scene. Si on va faire des validations d'objets, avoir plus de robustesse et aussi avoir un Swagger prêt à l'emploi. Et avec UVcorn, j'ai créé une vidéo dédiée qui montre un use case complet avec Cloud Run et FastAPI. Là, j'ai des packages open source et le client GCS. J'ai besoin d'avoir un main PY file pour mon service Cloud Run dans le même principe que la Cloud Function. J'ai mon entry point. Je peux importer la request avec FastAPI. Ensuite, avec la request, je peux récupérer mes données du header de la requête HTTP. Grâce à ça, j'ai la main sur la bucket et j'ai la main sur l'objet. Un petit détail, ici, dans le service Cloud Run, j'ai un object slash au début, donc là j'ai besoin de l'enlever de l'objet. Une fois que j'ai fait ça, derrière j'ai toute la même logique que dans la partie Cloud Function, donc je ne vais pas revenir dessus. Parfait. Et idem ici pour FIFA Ranking, Docker aussi. Ah oui, pardon, j'ai pas montré le Dockerfile rapidement. Ici, dans le Dockerfile, on a besoin de copier le requirement.txt et de l'installer dans le conteneur. Ensuite, on va copier le root folder services dans le conteneur. Et avec cette syntaxe UVcorn, on va naviguer depuis notre root folder services vers le répertoire de notre service Cloud Run /main/app. Le main, c'est le main PY file. Et l'app, c'est l'objet pour FastAPI ici. Voilà, l'objet app là. Donc là, parfait, on est bon. Du coup, je ne vais pas remontrer ici la logique est identique et je vais passer directement au dernier service. Cette fois-ci, je l'ai codé en Python plutôt que de le coder en Go. Pourquoi? Parce que, en fait, dans la documentation de Google Cloud, on montre que des exemples avec Flask. Et en fait, ici, je ne peux pas me débrouiller avec le header comme pour les autres Cloud Functions. J'ai vraiment besoin de récupérer le body de la requête HTTP. Le body va me donner le fameux payload pour audit log, ce que j'ai montré en Go tout à l'heure. Et là, je n'ai pas trouvé vraiment de doc sur Internet qui le montre. Je ferai un article dédié aussi. Mais ici, on fait un from HTTP depuis Cloud Event et on a besoin de prendre le header de la request, de le transformer en dict et ensuite de passer le body et de faire un await. C'est la syntaxe qui permet de récupérer l'événement en cours qui n'est pas vraiment documenté sur le web là. Et là, je peux récupérer le payload en dict. Une fois que j'ai fait ça, je peux appliquer la même logique que dans le code Go où je vais avoir un try-catch ici et je vais vérifier que mon dataset est le dataset que j'attends et que la table est la table que j'attends. Et que j'ai au moins une ligne ingérée dans la table. Une fois que j'ai fait ça, je peux déplacer mon fichier brut et mon fichier domain dans la bucket called. Je rentre dans cette méthode-là. La logique ici est très simple. J'ai un copy blob qui me permet de copier la source vers la destination. Je passe le nom du fichier destination et je supprime le fichier d'entrée. Donc là, la logique est terminée. Parfait. Donc là, on a présenté un peu toute la logique du service Cloud Run. À mon avis, le déploiement est fini. Parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lancer, on va déployer le script, le fichier raw dans la bucket dédiée au service Cloud Run. Hop. Donc en faisant ça, ça va déployer le fichier raw dans la bucket dédiée raw pour Cloud Run parce que j'ai séparé Cloud Run et Cloud Function pour les buckets. Et normalement, ça va le faire. Encore une petite lenteur ici. Toc, voilà. Je reviens ici et j'ai préparé les onglets pour gagner du temps pour mes services Cloud Run. Donc là, j'ai le service qui permet de transformer la donnée brute en domain. Je refresh mes logs. Et normalement, on a le fichier qui est uploadé ici à 15h32. Donc là, on zoome. Parfait. Ensuite, j'ai mon second service en event-driven qui va ajouter les classements FIFA et stocker la donnée dans BigQuery à 15h32. Et j'ai ce dernier service Cloud Run, hop, en événementiel, qui lui, pareil, va m'indiquer. Alors, excusez-moi, ça ne va pas en bas ici. Toc, 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 toc. Alors, sinon, je vais refresh la page. Alors, je vais refresh la page. Ça va être plus simple ici. Comme ça, je vais arriver directement en bas de mes logs. Et normalement, ce service Cloud Run va indiquer que l'opération est effectuée avec succès
Et normalement, on sera arrivé à la fin de ce use case, un petit refresh là, de la page, avec quelques petites lenteurs. Dommage, on perd un petit peu de temps. Bon, là, moi je vais quand même peut-être en parallèle vous montrer la table BigQuery, sauf s'il accepte de me refresh. Alors peut-être que ma connexion est un peu moins bonne là. Toc toc toc, alors. Oui, alors là on voit bien que j'ai la log qui dit que normalement j'ai ingéré les éléments avec succès ici. Toc 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 toc. Donc je pense qu'on est bon, parfait. Là on voit on est dans le cas où on a ingéré nos rows qui sont insérés, et puis là on dit qu'on a bien déplacé les fichiers dans la bucket cold. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans BigQuery, je vais aller rafraîchir ma table une dernière fois pour montrer que les services Cloud Run ont fait le travail qu'on souhaitait. Parfait. Ensuite, dans la bucket cold, pareil ici, on va faire un petit refresh. On va pas ouvrir les fichiers cette fois pour gagner du temps, on va juste faire un refresh pour vérifier que on a notre fichier raw qui a été uploadé ici, et ensuite, bon là le fichier raw est bien là, et ensuite le fichier domaine est encore là. Parfait. Donc là, on a terminé notre use case. Et ce qu'on va faire pour terminer, c'est qu'on va aller dans la partie data viz un petit peu. Comme je l'ai expliqué, j'ai créé un dashboard avec Looker Studio pour afficher toutes les données qu'on a calculées dans notre table BigQuery. Donc, toutes les statistiques de joueurs par équipe pour la Coupe du Monde du Qatar. Donc là, j'ai un premier dashboard qui me montre les meilleurs buteurs. Donc là, j'ai Kylian Mbappé, Lionel Messi. Voilà, on a un petit graphe avec les pourcentages des meilleurs buteurs. Donc là, on voit que la France s'est bien débrouillée. Ici, j'ai un graphe qui reflète un peu mieux les buteurs par équipe avec une légende. Donc là, j'ai Kylian Mbappé pour l'équipe de France, Lionel Messi pour l'Argentine, Rashford pour l'Angleterre, et ainsi de suite. Là, on a le graphe pour les meilleurs passeurs avec Bruno Fernandes du Portugal, Lionel Messi de l'Argentine, Antoine Griezmann pour l'équipe de France. Pareil, le même principe pour les joueurs qui ont le plus joué. On voit que les joueurs du Maroc sont bien représentés ici. Donc bravo à eux. Les joueurs qui ont gagné le plus de duels, Marcus Thuram, même si c'est un attaquant, c'est lui qui a gagné le plus de duels. Le plus d'interceptions, Serge Gnabry avec l'Allemagne, encore une fois un attaquant. Et là, les tacles réussis, Eduardo Camavinga se débrouille bien, on a Peng Sung-ho également pour la Corée du Sud. Les statistiques de gardiens avec les sauvetages, on voit que il y a Thibaut Courtois qui a un super pourcentage ici à 67%. Et on voit que là, il y a des Hugo Lloris, lui, il a 17%. Toc, voilà. Et là, on voit les clean sheets. Et pour les clean sheets, on voit que Thibaut Courtois est encore bien classé ici avec 80%. Et voilà, on a des stats qui montrent Edouard Mendy 50 et ainsi de suite. Bon. Donc là, on est bon. On a présenté un peu notre dashboard DataViz. On va aller une dernière fois dans nos slides pour finir ce use case et finir assez rapidement et conclure ce use case. Donc là, les avantages des patterns event-driven, comme je l'ai expliqué tout au long de ce use case, tout est drivé par des événements. Nos services, il n'y a pas un orchestrateur central, mais tous nos services sont autonomes et réagissent à des événements. On peut facilement les remplacer si nécessaire. Et il y a vraiment une autonomie par service. On peut changer de langage, remplacer un service si nécessaire. Donc ça, c'est intéressant. Les patterns event-driven, c'est aussi intéressant parce que les données sont traitées rapidement et on a une latence qui est faible. Donc ça, c'est intéressant. EventArc, forcément, facilite les choses parce que tout est managé sur Google Cloud. Vous l'avez vu. J'ai juste lancé des lignes de commande et c'est EventArc avec PubSub behind the scene qui a tout géré pour moi. Alors, les inconvénients qu'on peut voir parfois, c'est que dans un outil d'orchestration batch, par exemple, on ne va pas être en event-driven, on va vraiment avoir des patterns batch. C'est vrai qu'avec des outils d'orchestration type Airflow, on peut aller plus loin dans la partie séquencement des tâches. Par exemple, avec Airflow, on peut lancer des tâches en parallèle et ensuite attendre que les tâches se terminent pour passer à la suite. C'est vrai que pour un pattern event-driven, c'est un peu plus dur à faire, des use cases comme ça. Pour des événements qui se passent en série, c'est un peu plus facile à gérer. Pour des événements parallèles, c'est un peu plus dur à faire. Bon, c'était intéressant quand même d'en parler. Pour l'avantage du serverless, on n'a pas d'infrastructure à gérer, pas de serveur, pas de cluster. C'est vraiment génial. On a juste notre ligne de commande à passer. C'est intéressant, c'est Google Cloud qui drive tout pour nous.
Le composant serverless se lance à la volée, lance le traitement et détruit le cluster à la volée. Le cloud facilite énormément ça et fournit des composants comme Cloud Function, Cloud Run, voire Dataflow en serverless pour des volumes plus importants. C'est cost effectif, il y a des coûts intéressants avec le serverless, donc voilà, c'est intéressant d'en parler. Ça peut ne pas être adapté à tel use case, comme je l'expliquais tout à l'heure, si on a de l'orchestration batch compliquée avec des tâches en parallèle, Airflow, tout ça. Si on n'est pas dans de la data, on fait du GitLab CI, bon, ça s'installe dans des VM ou un cluster. Bon, serverless, c'est un truc personnellement que j'apprécie beaucoup, mais ça peut ne pas être adapté à tous les use cases. Ici, un versus Cloud Function, Cloud Run. Rapidement, les Cloud Functions, c'est intéressant parce qu'on a juste le code à donner, on n'a pas à se préoccuper de connaître Docker. Une personne qui connaît que du Python, par exemple, va écrire sa logique et taper sa ligne de commande et c'est terminé, donc c'est plus managé. Cloud Run, ça donne plus de flexibilité parce que c'est basé sur Docker. Et qui dit Docker dit portabilité. Une image Docker, ça peut se déployer quasiment n'importe où. Et si pour une raison X ou Y, on décide de migrer du Cloud Run vers du Kubernetes, on peut ensuite, c'est portable. C'est-à-dire nos images pour nos services Cloud Run vont être directement portables vers du Kubernetes. Aussi un détail, c'est que Cloud Run supporte le multi-endpoint et on a plus de contrôle sur le runtime, sur les serveurs ou les trucs qu'on va mettre à l'intérieur. On peut faire peut-être un peu plus d'optimisation dans le conteneur si nécessaire par rapport à un truc qui est full managé avec une Cloud Function. Ça scale un peu mieux si on a plus de volume et si on reçoit plus de requêtes. Voilà. Donc ça va dépendre un peu des cas d'utilisation. Pour un truc très lightweight, on veut juste écrire un peu de code, on peut faire une Cloud Function. Et si à un moment notre code est plus complexe et a besoin d'un peu plus de scalabilité et un peu plus d'optimisation dans le conteneur, on peut basculer vers du Cloud Run. Donc la conclusion, donc là on a travaillé sur un use case avec des données réelles de la Coupe du Monde du Qatar. L'architecture event-driven, elle a été assez facile à mettre en œuvre sur GCP parce que tout est managé avec nos composants serverless et EventArc qui est full managé. Le cloud fournit tout ce qu'il faut, donc ça c'est très intéressant. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on peut switcher de langage, comme je l'ai montré dans mes exemples, on peut passer de Go à Python si le use case, par exemple, est plus simple à faire dans tel ou tel langage. Donc ce pattern-là permet de faire un switch très facilement. Le projet est hosté dans un repository GitHub que je partagerai dans la vidéo et je pense qu'on est bon. Le use case est terminé. Donc voilà, ça a été un plaisir pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je l'ai dit précédemment. J'aurai d'autres vidéos qui vont arriver plus tard. Donc je vous dis bye bye.